Bien, rebonjour à toutes et à tous. On va commencer. Merci pour votre présence. Merci à tous les journalistes qui nous suivent. Certains sont à distance via le système de Zoom qui est mis en place. Merci pour tout le travail qui a été effectué autour de cette cause, autour de cette pathologie. Merci également à tous les professeurs qui sont présents ici avec nous, qui vont participer à cette conférence de presse, et à tous ceux qui ont travaillé avec nous sur ces projets de manière intense ces dernières années. Et merci de manière générale à toutes les personnes qui ont soutenu ce projet depuis son démarrage. Et ça a été nécessaire. Sans ce soutien, on ne serait pas là aujourd'hui avec vous. Et puis un remerciement spécial à l'équipe FIN qui nous accompagne depuis maintenant 5 ans sur ce projet, qui non seulement a fait un travail professionnel extraordinaire, mais qui également supporte, s'engage très fortement dans cette cause. Merci spécial à Marie-Hélène, à Aurélia, à Amina, et à toute l'équipe, à Muriel et à toute l'équipe qui travaille avec nous sur ce sujet. La dernière conférence de presse que nous avions faite, c'était il y a 4 ans. On venait juste d'avoir les premiers résultats de l'étude de développement dans 2 tests. Et on a jugé 4 ans après que c'était le bon moment de refaire une rencontre avec vous pour partager avec vous les dernières nouvelles, partager avec vous les résultats de l'étude de validation sur 2 tests. Donc on a fait un cycle complet en 4 ans. La première étude de développement, les résultats de la dernière étude de l'étude de validation ont été publiés il y a quelques semaines. Nous avons également terminé les inclusions de l'étude d'utilité clinique très récemment, au mois de fin décembre. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'être là avec vous pour partager les informations précises et les retours d'expérience. Nous avons également terminé notre étude, les inclusions de l'étude sur le cancer de l'ovaire, qui est une étude très importante pour nous, puisque c'est l'utilisation de la technologie sur d'autres domaines que l'endométriose. Et nous avons également terminé les inclusions de notre étude sur la maladie de Charcot. On le verra, on a un partenariat qui est très fort et très important avec l'Institut du cerveau. Et je les remercie, parce que sans l'Institut du cerveau, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est eux qui nous ont permis d'accéder à ces technologies-là au départ. Et donc on a également terminé les inclusions de cette étude-là. Donc pour nous, 2026, sur le plan scientifique et médical, va être une année importante, puisqu'on arrive au bout de ce cheminement scientifique et médical sur tous ces sujets. Et puis dernière nouvelle, qui est un scoop, puisque ce n'est pas dans le dossier de presse, ça vient juste de tomber. On a obtenu la certification américaine, qui est certification CLIA, qui nous permet de mettre à disposition de tests aux États-Unis pour les patientes américaines et de traiter ces prélèvements, de traiter leurs prélèvements dans notre laboratoire central qui est situé à Tercy-les-Bains. Pour mémoire, nous avons 3 laboratoires, 2 laboratoires de recherche, un laboratoire de recherche sur les techniques de mesure, sur le séquençage au débit, qui est au sein de l'Institut du cerveau, et qui fait partie de ce partenariat très fort avec l'Institut du cerveau. On avait commencé par utiliser leur technologie, puis maintenant on a notre propre laboratoire, et c'est une collaboration dans les deux sens, c'est un partage. Ils peuvent utiliser notre laboratoire, on peut aussi utiliser leur technologie. Et un laboratoire de recherche qui est à Lyon, l'origine de la société est à Lyon et lyonnaise, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle. Ces 2 laboratoires de recherche produisent les technologies que nous utilisons sur le plan médical et ont permis de définir la configuration de notre laboratoire central que vous voyez à gauche, qui est notre laboratoire de production des diagnostics. C'est là où on délivre les diagnostics pour les patientes dans le monde entier, en France bien sûr,
mais en Europe et également maintenant avec cette certification aux États-Unis. On va pouvoir, à partir du début de cette année, permettre à des patientes américaines de pouvoir accéder aux tests depuis la France. Alors comment ça marche? Je vais faire juste une petite démonstration pour vous donner cette visibilité. Les patientes ont accès à un kit comme celui-là. À l'intérieur de ce kit, on trouve un simple tube. On fait le prélèvement salivaire dans le tube. Une fois qu'on fait le prélèvement salivaire, on va refermer avec cette partie supérieure. Lorsqu'on referme, on a un liquide stabilisateur qui ici va tomber le long du tube, qui va permettre de stabiliser la solution. Ensuite, on enlève simplement cette partie supérieure qui facilite le prélèvement. On ferme avec ce bouchon et on envoie. Donc le centre envoie, en France ce sont des centres, il y a 100 centres, envoie ça au laboratoire qui est à Tercy-les-Bains avec un moyen de transport parfaitement normal, c'est Chronopost ou ce genre de transporteur. Lorsque ça arrive au laboratoire, ça rentre dans notre dispositif totalement automatisé. C'est une configuration qui est unique au monde et qui est dédiée au traitement des ARN salivaires. On va voir comment ça fonctionne. Donc une fois, là vous voyez l'intérieur du laboratoire. Le procédé est un procédé en 3 étapes. On va, dans une première étape, qui est probablement l'étape la plus importante, celle que vous voyez ici, extraire ces micro-ARN, ces petites molécules qui nous intéressent, les extraire de la salive, les isoler. Donc ça, c'est la première étape du procédé qu'on voit ici. Ensuite, on va passer à une deuxième étape, qui est une étape de préparation, où on va identifier, on va coller, taguer chacune de ces petites molécules, un peu comme vous faites dans un supermarché avec des produits classiques que vous mettez un code barre. Et puis ensuite, on voit ici la dernière étape, qui est une étape de séquençage. Sur une plaque comme ça, vous avez 5000 petites gouttes. Chaque petite goutte correspond à une patiente et correspond à un prélèvement. Et ensuite, ça nous permet d'avoir un fichier numérique. Et ce fichier numérique est traité par intelligence artificielle pour ensuite délivrer le rapport de diagnostic qui est ensuite transmis au médecin. Et le médecin, c'est lui qui va faire la consultation d'annonce et c'est lui qui va, suite à la consultation, définir le plan personnalisé de soins que la patiente pourra avoir et pourra faire. Perrine, à toi. Merci beaucoup, merci pour votre invitation sur ce sujet qui est un sujet vraiment important et important dans notre pratique, nous, en gynécologie, puisque l'endométriose, c'est une pathologie fréquente et donc qu'on rencontre souvent. Et outre le fait que c'est une pathologie fréquente, c'est une pathologie qui est compliquée avec des symptômes qui sont assez peu spécifiques. Donc finalement, si on prend en compte toutes les patientes qui viennent nous voir pour des douleurs pelviennes, c'est quand même énormément de patientes que l'on voit chaque jour. Et donc au quotidien, c'est une pathologie qu'on fréquente et qui a beaucoup d'inconnus. Donc la prévalence, on dit que c'est environ une femme sur 10, mais en fait, on ne sait pas bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une endométriose asymptomatique, et donc celle-là, elle passe un peu sous les radars, et donc ce chiffre est peut-être même sous-estimé. C'est une maladie chronique, donc c'est une maladie où il va falloir accompagner les patientes pour apprendre à vivre avec, et apprendre à vivre avec sur du long terme, en essayant d'être le moins invasif possible, mais en les accompagnant le mieux possible. Et c'est vrai que pour ça, on a tous dans nos têtes l'idée qu'il y a souvent un retard diagnostique pour l'endométriose. Ce retard, il est évalué entre 7 et 10 ans selon les pays. Et avec ce retard-là, on voit bien qu'il y a toute une errance qui fait que déjà les patientes qui entrent dans une pathologie chronique, une pathologie douloureuse, qui est avec des douleurs au quotidien, quand on a déjà 10 ans de retard sur le diagnostic, c'est difficile, parce qu'une fois qu'on met un nom sur une pathologie, on a plus de facilité à vivre avec, et nous, plus de facilité à accompagner ces patientes. Donc c'est une maladie qui a des expressions assez multiples, assez peu spécifiques, avec des douleurs, qui peuvent être des douleurs au moment des règles, des douleurs au moment des rapports, et puis parfois des douleurs plutôt à la miction ou à la défécation. Donc on est sur des choses qui peuvent avoir un spectre très très large et qui peuvent être assez atypiques, assez invalidants. Et puis parfois les patientes rentrent dans la pathologie de l'endométriose par l'infertilité. Des patientes qui n'ont aucune douleur
et qui vont avoir, lors d'un bilan d'infertilité, la découverte de cette endométriose. Donc on voit bien que le spectre est très large, parce que d'un côté, il y a les patientes qui vont être douloureuses, celles qui vont avoir de l'infertilité, celles qui vont avoir les deux, et tout ça est toujours assez difficile à gérer. Par ailleurs, donc en plus de ces symptômes non spécifiques, aujourd'hui, pas forcément de biomarqueurs spécifiques, comme on pourrait avoir dans certains cancers ou des choses comme ça. Et puis, surtout, une stigmatisation et une normalisation des symptômes. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Donc pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait de ces femmes qui ont mal pendant leurs règles, puisque c'est normal. Donc voilà, moi je lutte beaucoup sur cette normalité des douleurs pendant les règles, qu'elles soient en lien ou pas avec de l'endométriose, mais en tout cas c'est un des éléments qui a fait qu'on a un retard énorme dans l'endométriose. Par ailleurs, c'est une pathologie qui peut avoir de multiples visages. Et il y a pas deux patientes qui ont la même endométriose. Pourquoi ? Parce que l'endométriose, elle peut atteindre plein d'organes, plein d'espaces, et parfois, chez une patiente, il peut y avoir 2, 3 atteintes concomitantes ou une seule, et donc ça fait vraiment des maladies extrêmement différentes. Ça peut atteindre l'utérus, ça peut atteindre l'ovaire, ça peut atteindre la trompe, mais ça peut atteindre aussi les espaces entre la vessie et l'utérus, entre l'utérus et le rectum. Ça peut atteindre l'intestin plus haut, ça peut atteindre les espaces sous les ovaires, ça peut atteindre ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas, qui est vraiment tout au fond en arrière de l'utérus. Et donc toutes ces atteintes multiples font que ça fait des maladies qui sont différentes d'une patiente à l'autre. Donc on voit bien que dans ce contexte, c'est pas facile de faire un diagnostic, qu'il y a souvent des retards au diagnostic, donc des retards au traitement, des retards à la prise en charge antalgique, et tout ça fait que les patientes avec cette errance vont faire 4 IRM, 3 échographies, voire 15 gynécologues, et avoir des petits traitements au compte-gouttes, sans suivi régulier. Et donc tout ça, c'est un fardeau pour les patientes, parce qu'elles sont là avec leur pochette d'examen complémentaires, elles arrivent parfois même avec des valises d'examens complémentaires, et avec une errance qui fait qu'elles sont là avec leur douleur et avec l'impression que personne ne va jamais pouvoir régler ce problème. Et puis, c'est un fardeau pour la société. C'est des coûts extrêmement importants de renouveler des IRM en permanence pour dire il y a une endométriose, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, tout ça, c'est un ensemble qui fait que c'est un fardeau pour les patientes avec ces douleurs, ces stress, ces impacts sur leur qualité de vie qui sont souvent mal entendus parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc souvent, on met un peu sur le côté. Alors qu'une fois qu'on sait, on a potentiellement plus de facilité à les prendre en charge. Même si, effectivement, ce n'est pas une bonne raison de dire que si on ne sait pas, on ne prend pas bien en charge les douleurs parce qu'elles ne devraient pas être prises en charge. Mais n'empêche que dans la vie réelle, c'est un problème et que, du coup, il y a un impact vraiment très, très important sur la qualité de vie des patientes, mais aussi un impact économique, collectif et individuel. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et d'embarquer l'imagerie, la radiologie dans cette aventure et de faire un petit peu le point de comment on se positionne. Le diagnostic, actuellement, il est fait sur le combo clinique qui vient de vous être exposé, où on va avoir des signes cliniques, un examen clinique qui fait suspecter l'endométriose, et l'imagerie. Les recommandations HS de 2017 ont bien posé ce couple gynécologue et imageur, radiologue. Et l'imagerie va essayer de faire le diagnostic, et puis en fonction de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas, on va aussi interagir dans la décision thérapeutique, qu'on fait parfois de façon pluridisciplinaire. Les deux techniques d'imagerie qu'on a, c'est d'abord l'échographie par la voie endovaginale, avec une sonde qu'on met dans le vagin, qui est l'examen de première intention. On les a republiés dernièrement dans les nouvelles recommandations de l'HAS. C'est un examen qui est à relatif faible coût, qui est très disponible, et qui va permettre d'aborder déjà le diagnostic. Lorsque l'échographie elle est négative, elle est incertaine, lorsqu'on n'arrive pas à poser le diagnostic, on peut avoir recours à un examen un peu plus performant, mais qui est aussi plus coûteux, qui est moins accessible, qui est l'IRM pelvienne. Et donc ces deux techniques, notamment lorsqu'elles sont faites par des imageurs ou des radiologues expérimentés, qui ont appris à reconnaître l'endométriose, on peut faire un diagnostic d'endométriose en imagerie. Mais on peut faire un diagnostic que de certaines formes. Il faut bien comprendre que pour le radiologue, il ne peut faire le diagnostic que s'il voit la maladie, que s'il la voit. Donc s'il la voit au niveau des ovaires, ça fait des kystes, ou s'il la voit lorsqu'elle fait des boules, des formations, c'est ce qui vous a été expliqué, lorsque ça rentre dans les organes, lorsque les lésions elles rentrent dans certains ligaments, lorsqu'elles rentrent dans le vagin, dans le rectum, dans la vessie, on est capable de faire un diagnostic positif
avec un certain degré de certitude, on va en discuter. Et puis il y a des formes qu'on ne voit pas lorsqu'elles sont trop petites ou lorsqu'elles sont superficielles. Il faut imaginer des petites taches de sang déposées à l'intérieur sur la superficie des organes, comme si vous avez des petites taches de sang sur la peau. À la résolution en imagerie, je ne sais pas si elle le sera un jour possible, mais actuellement elle ne l'est pas. Donc on peut sous-estimer. Donc on peut avoir des examens normaux alors que la suspicion clinique elle est forte. Malgré tout, notre rôle ne s'arrête pas tout à fait là. Il s'arrête aussi de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres causes qui pourraient expliquer ces douleurs. Les patientes qui ont été vues par le gynécologue, vous avez compris que c'est des signes cliniques qui sont sensibles, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc parfois, il peut recouvrir d'autres diagnostics. Et on essaye en imagerie de voir s'il n'y a pas des pathologies inflammatoires, infectieuses ou autres. Ensuite, le positionnement, vous avez ici l'examen clinique complété par l'imagerie. Et puis ensuite, il y a des décisions, est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas. Et pour faire un diagnostic de certitude, si nous on est dans cette impasse, c'est la célioscopie diagnostique. Et c'est là où vient justement se mettre le test, puisque le test, dans les études, il montre qu'il est très fiable, à plus de 95% pour faire un diagnostic. Est-ce qu'il y a de l'endométriose? Oui, non. Alors que vous voyez que les chiffres sur des méta-analyses qui prennent en compte plusieurs centres, plusieurs niveaux d'experts, l'évolution des techniques et autres, montrent que l'échographie et l'IRM, elles sont complémentaires, mais elles ont des avantages et des inconvénients. L'échographie, elle ne permet pas de tout voir, on a une sensibilité qui n'est pas très haute. Par contre, lorsqu'on voit l'anomalie et qu'on est bien formé, on peut poser un diagnostic de certitude, la spécificité elle est à 91%. L'IRM, elle permet de voir plus de lésions, elle est plus sensible, mais il y a des pièges, on fait des erreurs, il y a des mimiqueurs, et vous voyez que la spécificité elle est à 72%, c'est-à-dire qu'on fait du surdiagnostic. Donc face à ces deux techniques qui font un tri initial de voir si on a les formations suffisamment visibles pour qu'on fasse le diagnostic en imagerie, on a en complément, lorsque l'imagerie est négative, ce test qui est précoce, qui est reproductible, qui est fiable et qui est ubiquitaire. Ce test, vous pouvez le faire partout. En imagerie, malheureusement, on a encore un recouvrement du territoire qui n'est pas toujours optimal par des radiologues ou des échographistes formés. Donc nos attentes, elles sont assez fortes et je pense qu'elles optimise, elle potentialise le rôle du radiologue. D'une part, ça nous permet d'être dans cette aventure d'un biomarqueur. On a l'habitude en cancérologie d'avoir des marqueurs tumoraux plus ou moins élevés qui nous aident éventuellement à identifier un cancer. Mais là, jusqu'à maintenant, en endométriose, on n'avait pas cet accompagnement. On était seul avec le gynécologue pour faire le diagnostic et ou le chirurgien s'il y avait une célioscopie. Et puis surtout, ça nous permet de nous sortir de cette impasse diagnostique, c'est-à-dire que lorsque l'imagerie est négative, elle n'est pas négative parce qu'il n'y a pas de maladie, elle est négative parce qu'on n'est pas capable de voir s'il y a de la maladie ou une maladie de trop petite taille. Et puis surtout, elle nous pousse dans nos retranchements, puisque ça nécessite pour que les radiologues, qui sont quand même une étape dans l'accès au test, puisque c'est lorsque l'imagerie est négative ou incertaine qu'on va avoir accès au test, ça va être exposé après, ça nous demande d'être solide sur nos appuis. Ça demande d'avoir des critères qualité, qu'on règle bien nos machines, qu'on optimise notre diagnostic. Ça demande qu'on demande aux radiologues ou aux échographistes d'être certains de leur diagnostic. Car s'ils font du surdiagnostic, ils vont faire rentrer une patiente dans la maladie, à tort, et l'exclure du test. Donc vous voyez, ça nous a notamment permis, au niveau national et international, puisqu'on a porté les recommandations au niveau européen, de donner des critères où on devrait ne pas se tromper. Et par contre, de savoir dire qu'on se trompe, de savoir dire qu'on est incertain, de savoir dire qu'on a des doutes, et éviter le surdiagnostic, et justement de rétrécir cette zone de pénombre qui est là où va agir l'endotest. Et puis l'étude qui va vous être présentée, EndoBest, où il y avait l'échographie et l'IRM, couplées lorsqu'elles sont négatives au test, vont nous permettre, dans l'analyse des résultats, de mieux comprendre pourquoi certains signes étaient incertains en imagerie, et pourquoi le test était positif, ou alors pourquoi est-ce qu'il était négatif. Donc tout ça, ça nous permet aussi de nous améliorer nous-mêmes, radiologues, et d'améliorer notre sémiologie pour un diagnostic un peu plus précis. Bonjour à vous. Donc on va parler un petit peu des données qui nous ont permis d'évoluer et d'être là, bien évidemment, avec vous ce matin, parce que le test est devenu maintenant un élément quasiment indispensable, on va y revenir là-dessus, mais pour avancer dans la prise en charge pour les patientes de l'endométriose. Alors il est sûr qu'on est arrivé à une époque, et les 2 prix Nobel de l'an passé, un en médecine sur la découverte des micro-RNA et un en physique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'était des travaux qui dataient d'il y a plus de 20 ans, mais en tout cas sont venus conforter en fait les bases scientifiques de l'utilisation de ce test.
Alors, je rappelle quand même ce que c'est les micro-RNA, parce que moi, quand j'ai été étudiant et un peu plus qu'étudiant, les micro-RNA, ça n'existait pas. Donc, globalement, on se rappelle qu'il y a une double hélice d'ADN, ça fait depuis 1958. Et puis, on a découvert quelque chose qui s'appelle l'ARN messager, qui permettait la transcription du message vers les cellules. Et puis, ce qu'ont découvert ces équipes de recherche, c'est qu'il existait des clés qu'on appelle des micro-RNA qui viennent bloquer en fait la transcription et donc qui viennent bloquer le message et qui sont probablement générateurs de multiples pathologies. Là, ce matin, on parle de l'endométriose, mais comme on vous a dit en introduction, c'est utilisé en cancérologie, c'est utilisé en neurologie, et en fait, ce mécanisme en fait de bloquer de la transcription qui va générer les maladies, eh bien, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on s'habitue parce que ça va sûrement révolutionner les 10 ou 20 prochaines années de la médecine et associer avec ce que nous apporte l'intelligence artificielle pour avoir la capacité d'utiliser toutes les informations que l'on peut avoir. Alors comment on a évolué ? Il y a d'abord eu, à partir c'était la première idée, il y a eu une étude pour confirmer sur 200 patientes que ce test pouvait être intéressant. Et cette première étape a permis, parce qu'on se dit, tiens, on parle de la salive, mais c'est pas habituel, quoi. La majorité des examens que l'on fait, on passe pas son temps à cracher. Et en fait, c'était une idée qui datait d'il y a une bonne vingtaine d'années, qui ont conforté le fait qu'on isolait dans la salive la même chose que l'on avait dans le plasma. Il est évident qu'on facilite en quelque sorte pour des pathologies où, en tout cas, le test salivaire donne la même information que le test plasmatique, eh bien, l'accès à un certain nombre d'examens. Et donc, cette première étude sur 200 patientes a montré une sensibilité, une spécificité extrêmement importante. Donc, ça a amené à une publication en 2021. Mais bien évidemment, il fallait aller au-delà. On ne pouvait pas rester sur une étude de 200 patientes. Donc, il a été fait sur le plan national. Et donc, je conforte que tout ce travail est un travail français. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle à Davos des innovations françaises. C'est une grande innovation qui peut rentrer. Et quand on voit l'accord nord-américain qu'on nous a dit tout à l'heure, eh bien, en fait, on va dans ces évolutions de la science française. Et donc, en tout cas, une équipe française, où on était une multitude d'équipes, ont participé pour valider sur 1000 patientes ce test salivaire. Et le New England Journal avait accepté qu'il y ait une étude intermédiaire après 200 patientes pour être certain qu'on n'allait pas dans le mur, parce qu'on ne peut pas investir comme ça ce genre d'étude s'il n'y avait pas la confirmation la première étude sur 200. Donc en fait, il y a eu la confirmation avec 200 patientes, ça a été publié en 2023, et puis au mois d'octobre de cette année, donc de l'année dernière, a été publiée la validation du test salivaire sur 1000 patientes avec une confirmation définitive de l'exactitude diagnostique. Bien évidemment, chez ces 1000 patientes, il y en avait 800 dont on avait la confirmation de l'endométriose, il y avait 200 témoins, et donc ça a pu confirmer cette sensibilité et cette spécificité. Mais en fait, tout ça, on va me dire, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut utiliser la célioscopie. Cette pathologie, elle est maîtrisée, bien évidemment, par les médecins gynécologues, les endocrinologues, mais au point de départ, c'est souvent les chirurgiens qui étaient amenés, quand la radio pouvait pas permettre de répondre, pour savoir un petit peu, pour rompre, en fait, ce point d'interrogation sur elle a mal, pourquoi, on était amené à faire des célios. Pour que l'on puisse remplacer, en fait, ce qui était le gold standard, la célioscopie, il fallait qu'on ait un test qui ait une sensibilité, une spécificité supérieure à 0,94 et 0,79. Ce qui était le cas avec, bien évidemment, la confirmation de l'étude des 1000. Alors pourquoi, en fait, on s'interroge, malgré tout le talent que l'on a en tant que chirurgien, de dire, mais il ne faut peut-être pas faire de la célioscopie à tout le monde. Alors, indépendamment du coût élevé, le coût psychologique, parce que c'est toujours angoissant de rentrer dans un bloc opératoire, il y a un arrêt de travail, donc ça c'est un coût sociétal, et puis il y a une anesthésie,
Mais c'est pas une intervention, même quand on veut simplement voir, qui est si banale que ça. Il y a 2% de lésions des organes de voisinage, c'est-à-dire qu'avec les 3/4 de cœlioscopie, on peut malheureusement pénétrer dans la vessie ou dans l'intestin, ou parfois dans des gros vaisseaux. Les gros vaisseaux, ce risque, il est estimé à un risque pour 1000, et le risque de décès, eh bien, c'est 1 pour 10 000. Quand on sait qu'en France, actuellement, il y a entre 15 à 20 000 cœlioscopies faites comme ça pour voir. Je suis très impliqué parce que, comme vous avez vu dans mon introduction, je fais partie du Conseil national à la nomenclature, donc on est en train de revoir toute la nomenclature des actes médicaux. Ça veut dire que pour une cœlioscopie faite simplement pour voir, il va y avoir 2 femmes par an qui vont décéder. Donc on a le droit de s'interroger sur est-ce qu'il faut faire des cœlioscopies à tout le monde. Donc, cœlioscopie ou prélèvement salivaire non invasif, eh bien, c'est la vraie question. Et c'est la question qu'a souhaité répondre lorsque la Haute Autorité de Santé a eu l'information sur cette étude d'Émile pour savoir si on devait valider, en fait, ce nouveau test diagnostique. Je rappelle que c'est un test diagnostique et pas un test de dépistage. Eh bien, la Haute Autorité de Santé a souhaité de faire ce qu'on appelle un forfait innovation, qui était une étude complémentaire afin de confirmer l'utilité clinique du test. Et cette utilité clinique du test devait passer par la potentielle diminution de l'utilisation de la cœlioscopie pour faire le diagnostic. Donc la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé ont défini un nombre d'établissements pour le faire, un financement qui va rentrer donc dans cette étude ENDOBEST. Donc 100 établissements ont été sélectionnés. Les patientes avaient entre 18 et 43 ans. Elles avaient des douleurs pelviennes chroniques et invalidantes avec une imagerie négative parce que, comme vous l'a très bien dit Pascal Rousset, eh bien, une fois sur 3, une fois sur 4, eh bien, quelquefois, l'expert en radiologie eh bien, ne peut pas répondre. Donc le test est remboursé. Initialement, il va y avoir 2500 patientes qui est dans l'étude ENDOBEST, et avec, puisque au total il était estimé que ça serait bien d'inclure 25 000 patientes, 22 500 patientes auront le test disponible et remboursé pour les patientes qui consultent dans ces 100 établissements. Alors en fait, il y avait 2 types de patients, parce que je vous rappelle que depuis 2017, il y avait eu des discussions avec le ministère, et Madame Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, avait souhaité que pour traiter l'endométriose, pour prendre les décisions, il fallait qu'il y ait des réunions de concertation pluridisciplinaires qui incluaient, bon, bien sûr, les gynécologues et les chirurgiens, mais les radiologues, les chirurgiens digestifs, les chirurgiens urologues, des psychologues, des spécialistes de la reproduction et d'autres spécialités. Donc, il y avait des patientes où ces réunions de concertation disaient « elles doivent avoir une célio », et puis il y avait un groupe de patientes où les réunions de concertation disaient « c'est peut-être pas nécessaire de faire la célio », donc toutes les patientes pouvaient être incluses dans ENDOBEST pour avoir ce test. Chose incroyable, en tant que scientifique, il était prévu que la fin des inclusions soit pour la fin de l'hiver 2026, et on a fini les inclusions à la fin de l'automne 2025, ce qui veut dire que s'il y a cette adhésion des 100 équipes qui ont participé, là, ce classement des 50, mais bon, il n'y a pas de classement à voir, c'est pas très important, mais ça montre en fait le fait que les équipes médicales, tout compte fait, attendaient réellement l'utilisation de quelque chose pour aller au-delà et pour essayer de répondre à une question qui nous semble être une réponse capitale. Donc, haute performance diagnostique de l'endotest, donc ont été validées sur ces 1000 patientes. ENDOBEST, eh bien, on aura la réponse dans 6 mois, puisque l'étude est terminée maintenant depuis début décembre, donc avec des premiers résultats qui vont permettre probablement de nous dire que on n'aura plus besoin de la célio, en tout cas pour faire le diagnostic. Alors, ensuite, on va réfléchir, parce que là, on n'est qu'au stade diagnostique. Bien évidemment, l'étape d'après va être la thérapeutique. Et ça, ce qui est important, c'est imaginer une thérapeutique totalement différente. D'abord, en premier lieu,
parce que c'est le centre de la pathologie, c'est les femmes. Je pense qu'une femme qui sait qu'elle a la pathologie, c'est totalement différent qu'une femme où on peut lui proposer un traitement en disant « Oh, ça doit être ça, mais on n'est pas certain ». Pour prendre un exemple, puisque le traitement de l'endométriose relève beaucoup de traitements hormonaux avant la chirurgie, quand quelqu'un est diabétique ou quelqu'un a une pathologie thyroïdienne, on lui dit de prendre un traitement hormonal. Les femmes, ou les individus d'ailleurs au sens large, vont prendre les pathologies parce qu'ils ont compris que c'était une pathologie hormonale. Si une femme qui a de l'endométriose, on lui dit « vous avez de l'endométriose, il y a un test positif », l'acceptation du traitement hormonal qu'on va lui proposer, eh bien elle va être acceptée, on ne va pas rencontrer dans cet hormonobashing qu'on constate. Et puis maintenant, pour le chirurgien, eh bien le chirurgien qui sait qu'il y a une pathologie positive, eh bien on peut discuter, bien sûr, à la place de la chirurgie dans la prise en charge de l'endométriose. Il y aura peut-être des questions après, je ne rentre pas dans ce détail, mais le chirurgien va savoir ce qu'il va faire et quel type d'intervention et l'information qu'il va donner. Et puis le troisième élément, c'est le test, il est négatif. Donc ça veut dire qu'on va se rapprocher de nos collègues rhumatologues, orthopédistes ou digestifs, parce que c'est d'autres pathologies. Et ça, c'est important parce qu'on va éviter la perte de temps que Perrine vous a dit dans l'introduction, qui est la caractéristique de la maladie. Je vous remercie. En pratique, nous, on a fait partie des centres incluants dans cette étude. Et le fait d'avoir accès aux tests, ça a beaucoup changé les choses. C'est-à-dire que quand on est dans cette zone d'incertitude où le radiologue nous dit moi j'ai rien sur l'imagerie, je n'ai rien, et où nous on a des patientes qui sont douloureuses, et donc on est dans ce vide de est-ce que c'est une endométriose mais qui est infravisible, infraradiologique, ou est-ce qu'on est face à des douleurs qui ne sont pas de l'endométriose. Et donc l'arrivée de ce test pour nous c'est quelque chose qui a été important, parce que y a des patientes à qui on peut dire oui, le test il est positif, donc vous avez mal, vous n'avez rien sur l'imagerie, donc on peut vous dire que vous n'avez pas une endométriose très avancée, très sévère, et que pour le coup le risque d'infertilité est probablement beaucoup moins important que s'il y avait des images radiologiques, mais le diagnostic c'est une endométriose. Alors probablement une endométriose débutante, mais il va falloir vous traiter comme tel. Et c'est là que, comme dit le professeur Fernandez, le traitement hormonal, il va être plus facile à accepter que si jamais il n'y a pas l'endométriose. Mais quand on dit le fait de prendre le traitement hormonal va éviter l'apparition de lésions justement sur l'imagerie, l'apparition éventuellement d'une infertilité, etc., ça a du sens pour les patientes et du coup, elles comprennent pourquoi on veut leur donner ça. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les tests négatifs. Et les tests négatifs, pour moi, c'est presque plus important que les tests positifs, parce que c'est des patientes à qui on dit « vous avez des douleurs, on va prendre en charge vos douleurs ». On ne les minimise pas du tout, mais par contre, ce n'est pas de l'endométriose. Et ça, c'est quand même un élément important, parce qu'aujourd'hui, l'endométriose, c'est quand même aussi devenu le mal du siècle. Et juste le fait de se dire « moi, ce n'est pas de l'endométriose », je pense qu'il y a des patientes que ça rassure, que ça apaise, et qui se disent du coup « ok, moi, je suis sortie de cette maladie dont on parle et qui fait très peur ». Et donc, pour celle-là, c'est aussi très important. Et pour celles pour qui c'est positif, mais sans lésion radiologique. Et donc, si on met en place un traitement de fond, la possibilité de se dire qu'on n'arrivera pas à une endométriose visible à la radiologie et à une endométriose qui, du coup, en plus des douleurs, pourra être pourvoyeur d'infertilité, etc. Ouais, juste un témoignage pour ce que ça a changé pour moi en tant que radiologue, puisque aux Hospices civils de Lyon, on a accès, dans le cadre de l'étude EndoBest, au test. C'est que lorsque l'imagerie est négative, que je n'ai pas trouvé de forme suffisamment avancée pour qu'elle soit visible en échographie, puis en IRM, que je n'ai pas trouvé de diagnostic différentiel, il y avait une certaine forme de déception de certaines patientes, puisque je leur disais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais elles me disent, mais pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que j'ai ? Et quelque part, elle disait, moi je viens de loin, je crois que vous savez bien faire, ou vous n'avez rien trouvé, vous êtes comme les autres, on me dit toujours que j'ai rien. Ce que je comprenais, c'est que j'étais nul. Et maintenant, je lui dis, en fait, cette part incompressible dont on ne peut pas faire le diagnostic en imagerie, c'est le test qui va le faire. Et donc le message de lui dire que justement, il n'y a pas de forme avancée, qu'il y a une intégrité des ovaires, que les trompes sont fines, que l'utérus est parfait, c'est un message du coup qui devient positif, puisqu'elle sait qu'elle aura là une réponse, ce à quoi je n'ai pas pu lui répondre et qui était frustrant avant, et avec du coup la confiance que je n'ai rien vu, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Donc c'est sûr que nous, ça a beaucoup amélioré aussi la place qu'on a dans le diagnostic, puisque cette part de limite qu'on a en imagerie, elle est compensée, et puis avec tout ce qui a été dit ensuite, dans la prise en charge thérapeutique, que le test soit négatif ou que le test soit positif. On peut donner la parole aux patientes. Juliette, peut-être sur la fertilité. On sait que l'endométriose est la première cause d'infertilité féminine. Et puis ensuite, on passera à Angélique qui nous témoignera de l'importance pour une patiente d'avoir un diagnostic le plus tôt possible. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci vraiment pour l'invitation. C'est passionnant ce que vous nous dites et c'est tellement réconfortant de savoir qu'on s'occupe un peu de nous et même beaucoup. Je représente le collectif BAMP qui est un collectif de personnes concernées par l'infertilité et plus particulièrement au parcours PMA. Et donc chez nous, évidemment l'endométriose, ça en concerne pas mal. Puisque vous le savez, il y a un lien, et ça a été dit, qui est très fort entre endométriose et infertilité. Donc au sein du collectif, on a des dizaines, des centaines d'histoires d'errance, de diagnostics, de souffrances physiques, de diagnostics invasifs, avant d'arriver parfois trop tard au diagnostic de l'endométriose. Parce que la fertilité, c'est aussi une course contre le temps, et chaque année passée, chaque diagnostic non réalisé nous fait perdre un peu plus de temps dans le projet familial et le projet bébé. Je vais vous raconter mon histoire rapidement, puisqu'elle est liée, et ce n'en est vraiment qu'une seule parmi tant d'autres. Moi, dans mon parcours, j'ai fait d'abord une fausse couche, puis un œuf clair. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma fille naturellement arrivée à terme. Et puis pour un petit frère ou une petite sœur, ça a été grossesse extra-utérine et puis grossesse arrêtée à 2 mois. Autant vous dire que c'est un parcours un peu rude. Et on entame ensuite la PMA. Et puis j'ai toujours eu cette petite musique de « Tiens, mais j'ai quand même mal ». Mais en fait, être une femme, avoir mal, c'est normal. Donc j'avance et puis en PMA, on me fait un diagnostic checklist de traitement, enfin les hormones, etc. Mais on ne me parle pas du tout d'endométriose. Et donc j'ai 8 embryons, j'en transfère un, ça marche pas, un autre, ça marche pas, un autre, ça marche pas, un autre, ça marche pas. Et là je me dis, mais peut-être qu'on peut regarder d'autres choses. L'endométriose, on en entend beaucoup parler. Et donc quand j'en parle à la gynéco qui me suit, elle me dit, non, mais ça sert à rien, ça changera rien. Donc je vais faire ma petite enquête personnellement, je vais voir un gynéco que je trouve sur Doctolib, que je ne connais pas, et qui là me dit « mais vous faites de l'adénomiose ». Adénomiose, mais tiens, ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais disons que c'est la cousine de l'endométriose, pour vulgariser vraiment les choses. Et il me dit « faites quand même l'IRM, quoi, pour vérifier ». Ok, et puis il s'avère que je fais de l'endométriose. Et quand j'arrive voir la gynéco qui me suit lors du parcours PMA, elle me dit non mais c'est bien pour vous, ça change rien pour nous, mais tant mieux pour vous si vous le savez. Ok, donc là en tant que patiente, et je veux pas généraliser du tout, parce que il y a dans les professionnels de santé qui nous suivent énormément qui sont sensibilisés, mais d'autres non. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire, parce que du coup moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mes petits embryons dans mon sac congelé, et puis je suis partie dans un autre centre où on était plus à l'écoute et où ces choses-là pouvaient être mieux entendues. En tout cas, ce qui a été révélateur, c'est de dire mon endométriose, ça fait sûrement une dizaine d'années que je l'ai. Et on le découvre qu'une fois que mon parcours PMA est avancé, alors que ça fait partie des causes de l'infertilité. J'ai pour ma part une infertilité dite inexpliquée, donc c'est peut-être les embryons, c'est peut-être autre chose, mais l'endométriose, en tout cas, vient rajouter une brique qui est symboliquement très importante de comprendre, on le disait, en fait, savoir ce qui nous arrive, tout simplement. On a le droit de savoir ce qui se passe dans notre corps. Et puis, évidemment, un traitement derrière ou une alimentation plus adaptée. En tout cas, on avance et on prend soin de nous derrière d'une manière différente quand on sait les choses. Donc, cette histoire, c'en est une parmi tant d'autres. Et nous, je parle au sein de centaines et de milliers de femmes qui n'attendent que ça,
qui ont découvert Ziwig et l'endotest de manière très positive, mais qui n'attendent que ça. Ça y est, les professionnels de la médecine, on disait tout à l'heure, l'attendent suite à leur mise en application. Les patientes l'attendent. Bon, bah go, allons-y pour l'étendre à toutes, parce que c'est une révolution nécessaire et non invasive, et je terminerai là-dessus, parce qu'on parle de tout ça de manière un peu froide et avec du recul, mais en fait, se diagnostiquer l'endométriose, quand on doit passer 15 fois chez le gynéco, 3 fois sur la table IRM, et j'en passe, hein, et je pense que peut-être Angélique, vous témoignerez aussi, c'est très invasif, c'est douloureux, c'est humiliant, tout ça pour aboutir à aucun diagnostic. Là, c'est un test salivaire. Mais enfin, c'est révolutionnaire. J'en ai des frissons. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, au sein du collectif BAMP, et pour les personnes concernées par l'infertilité, c'est une vraie nécessité, c'est un vrai plaisir, et c'est une nécessité que ça continue d'avancer. Merci beaucoup, Juliette. L'infertilité est probablement, sera, je pense, à l'avenir, probablement la première indication d'endotest. On le voit dans un certain nombre de pays où c'est la principale motivation pour le remboursement dans ces pays-là. On va passer la parole à Angélique, qui va aussi nous témoigner de l'importance pour les... Bonjour à tous et à toutes. Alors je parle avec une double légitimité puisque j'ai rejoint le conseil de Ziwig il y a quelques mois. Et comme vous l'avez compris, je suis une femme qui vit avec une endométriose et depuis plus de 30 ans. Alors pendant des années, comme des millions de femmes, j'ai vécu l'errance médicale, j'ai vécu la banalisation de la souffrance, le doute également sur la parole. Pour moi, en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est pas une exception, c'est un système, puisque l'endométriose, c'est pas seulement en fait une maladie, ça pointe également un angle mort de la santé publique. Et si j'ai rejoint Ziwig il y a quelques mois, c'est pas seulement pour la performance technologique, les convictions très fortes et la détermination portée par l'équipe, ce dont je peux témoigner, c'est aussi parce que en fait l'entreprise s'attaque finalement à ce scandale silencieux, le retard de diagnostic des femmes. Et le docteur Kapmas pointait du doigt l'impact économique. Alors oui, Juliette le soulignait, moi des IRM j'en ai fait un paquet, 4 Célio, une dizaine de FIV. Il y a des examens qu'on oublie assez vite et puis d'autres qu'on oublie en fait jamais. Mais j'aimerais surtout vous parler de l'impact sociétal, parce que cet impact sociétal, il est immense. Quand des femmes souffrent sans diagnostic, c'est pas seulement en fait leur santé qui est en jeu, ce sont leurs études, leur carrière. Indirectement, c'est peut-être encore un autre impact économique. Ce sont leurs vies personnelles. C'est souvent, parfois, le sujet de la maternité. Donc tout ça, en fait, c'est une grande souffrance pour les femmes. Et je pense que c'est aussi redonner de la crédibilité à la parole des femmes, d'innover sur la santé féminine. Et puis quand en fait une technologie comme celle-ci s'exporte et franchit les frontières, ce ne sont pas seulement des marchés qui s'ouvrent, de nouveaux marchés qui s'ouvrent, c'est aussi des standards qui évoluent. Moi, je suis convaincue que la santé des femmes, c'est pas un enjeu de niche, c'est un enjeu de société, voire même plus que ça, c'est un enjeu de civilisation. Merci beaucoup, Angélique, et merci d'avoir accepté de faire partie de notre conseil d'administration, pour qu'on ait une représentation dans le conseil d'administration de personnes qui sont directement concernées par la maladie et par l'égalité aussi. On va passer au cadre réglementaire. Innover dans le domaine de la santé est probablement un des secteurs les plus difficiles. C'est difficile parce que, on l'a vu tout à l'heure, la science et la biologie humaine sont complexes. Mais c'est aussi difficile parce que la réglementation est extrêmement forte. Donc on va partager le cadre réglementaire et institutionnel pour vous donner de la clarté sur là où on en est et quelles sont en fait les différentes étapes qui viennent après. Donc le forfait innovation, c'est un dispositif juridique qui est à la disposition de la HAS, probablement le seul, qui permet de donner un remboursement encadré, tout en
se donnant les moyens d'avoir des données complémentaires à travers une étude. Donc l'étude en DeBest, les inclusions, on l'a dit tout à l'heure, sont terminées. Sa vocation, elle est conforme aux indications du test. Il y a des critères très stricts pour y participer. Et sa vocation, c'est de mesurer quel va être l'impact sur la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer pour les médecins, de pouvoir introduire comme ça un outil innovant qu'ils n'avaient pas auparavant. Évidemment, l'introduction de tout outil nouveau change la façon de procéder, la façon de faire, et donc c'est ça sur lequel on va récupérer des données pour préparer le futur. C'est une première mondiale. Il n'y a aucune étude au monde qui évalue cet aspect-là, c'est-à-dire l'impact sur la pratique clinique, et aucune de cette échelle-là. Et on l'a dit tout à l'heure, ces études voulues par la HAS donnent aussi beaucoup de données, beaucoup d'éléments qui sont utilisables à l'échelle mondiale, qui sont utilisables dans d'autres pays du monde, puisque la HAS est une autorité très respectée à l'échelle mondiale pour sa rigueur et son côté scientifique. Et donc le fait de bénéficier de ça en France nous permet également d'en faire profiter d'autres pays. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase, qui est la phase actuelle, où les patientes peuvent bénéficier d'endotest en prescription normale, sans passer par une étude, dans un des 100 centres. Donc on est limité sur le plan géographique, dans un des 100 centres, mais une simple prescription dans ces centres-là permet de bénéficier d'endotest sans avoir à passer dans les critères stricts d'une étude clinique. Pendant ce temps-là, bien sûr, on accumule les données, on les partage avec la HAS, et la HAS décidera de la troisième partie que vous voyez en bleu foncé, qui est le cadre de généralisation d'endotest en France, dans quelles conditions il va être généralisé pour que ça puisse être optimum selon les critères définis par la HAS, optimum pour la pratique clinique, optimum pour les patientes, optimum sur le plan médico-économique sur l'ensemble des critères. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver en 2026. Tout ce que je vous ai montré là arrive en 2026. Ce qui est important, c'est qu'on n'est plus dans un stade de recherche sur cette partie-là, ni dans un stade d'expérimentation. On est dans un stade progressif de mise à disposition d'endotest pour de plus en plus de patientes, dans un cadre qui est contrôlé, qui est maîtrisé, pour faire les choses correctement et à long terme, et pour faire en sorte que ces éléments-là puissent servir aussi dans d'autres pays. Donc on passe aux perspectives, à la fois sur le plan mondial et à la fois sur le plan technologique. Donc sur le plan mondial, on va commencer par un premier témoignage qui nous vient des États-Unis, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en introduction. On a obtenu la certification qui nous permet de déployer endotest auprès des patientes américaines. And despite having access to the best care I consider on earth, it still took me 7 years to get diagnosed. I still had to go through 20 plus surgeries until I finally had to get on a plane and go elsewhere to get quality treatment. If I had had a test like yours all those years ago, I could have saved a lot of pain, a lot of money, a lot of heartache. And there are still 8 million people in the United States living with endometriosis that we know of. I'm quite certain that it's an abundant more. People are screaming to be heard, screaming to be believed. They're waiting upwards of a decade to obtain a diagnosis because they're not being listened to. Their symptoms are being trivialized. Endometriosis is a disease that is currently only diagnosed by laparoscopy, which is surgery and removal of those lesions. And not everybody has access to that care. And so what we need to do is to come up with an early diagnostic test for endometriosis so that we can help patients who are suffering from pelvic pain and infertility that is otherwise unexplained. Many of my patients finally get to see me after years of pelvic pain and misdiagnosis and being sent to multiple other physicians. Imagine what this test can bring to people here and all over the world in terms of speedy diagnosis. Imagine what that could do for the student who is missing social obligations. She can't play on the sports team. She's missing out at college. What it does for the employees who are missing work, people who are missing all of their social and home obligations.
So our research has been focused on understanding the molecular features that define endometriosis as a complex tissue and to understand how it could be better treated. So we are really looking forward for better ways to look at the role of different transcripts of microRNAs in the pathobiology of the disease. Those types of data would be extremely useful to improve or to align with what we can detect non-invasively, such as in the saliva or in circulation, and really help us to better stratify the disease and predict therapeutic responses. It's very important for us to partner with entities that really will advance the field, and in particular, it's fundamental to have better ways to diagnose early the disease, such, for example, through a non-invasive diagnostic test. What makes me so sad is that the things that I was dealing with almost 40 years ago, people are still dealing with today. When we're getting patients who tell me repeatedly nobody would ever listen to me, I have gone since I was 15 with symptoms, I still don't have a diagnosis. I think if we just had this test, they would be validated and they would be able to choose their pathway to care. A non-invasive diagnosis has been a #1 priority for 30 years. Nobody's ever delivered on it. We can look at this now and say, we are finally having this delivered to us, and it's very exciting. On reçoit beaucoup d'emails de patientes en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, beaucoup d'emails aussi de patientes en Angleterre, et on se rend compte que la prise en charge est encore plus difficile que ce qu'on a aujourd'hui en France. Donc le besoin est très important. Endotest, pour résumer, est considéré là-bas, est considéré aux États-Unis comme c'est un terme qui est utilisé aux États-Unis, first in class, c'est-à-dire premier produit de sa génération, premier produit de sa catégorie, et best in class, produit le plus performant aujourd'hui. Si on compare à l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui commencent à être disponibles, en 4 ans, depuis la dernière conférence de presse, le paysage a beaucoup évolué, fort heureusement. Il y a une dynamique maintenant de recherche, d'innovation autour de cette pathologie et autour des santé des femmes qui est beaucoup plus importante. Je rappelle que le président Biden avait décidé d'un plan d'investissement dans la recherche de 12 milliards de dollars pour booster la recherche dans la santé des femmes, et que ce plan a été maintenu par le président Trump. Donc on s'est mis sur une dynamique où il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver depuis ces 4 ans de la dernière conférence de presse. Si on compare Endotest aux produits qui sont aujourd'hui en train de se développer, sur 2 axes qui sont importants quand on compare, l'axe de la maturité du produit, vous voyez à droite, et puis l'axe de l'utilisabilité, de la performance que vous voyez en vertical. Endotest est considéré aujourd'hui comme le plus performant dans la mesure où c'est le seul produit aujourd'hui qui sait diagnostiquer les formes superficielles, les formes péritonéales dont on a parlé. Donc ça, c'est un élément qui est très important sur cette population-là. Et puis, c'est le produit aujourd'hui en termes de publication scientifique, en termes de données, en termes de remboursement, qui est le plus avancé. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez Era Biotech, qui est en train de développer un produit aux États-Unis, qui est une société américaine, ils viennent de sortir leur première publication, et c'est une publication qui est sur 40 patients. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin 2026, si on rajoute les 2500 et 22 500 pour arriver aux 25 000 patients, puisque cela aussi, on va enregistrer un certain nombre d'informations et de données, on sera en France à plus de 30 000 patients qui ont bénéficié, qui ont des données précises, et donc ça permet de faire une avance qui est importante. Donc ça, pour nous, c'est une priorité importante, c'est faire bénéficier les patients dans le monde d'Endotest, en France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et dans d'autres pays du monde. Et puis l'autre priorité pour nous, qu'on partage avec vous avec plaisir, c'est d'utiliser la technologie, puisqu'on est sur une plateforme technologique qui peut être utilisée sur d'autres pathologies, pour pouvoir élargir les applications de cette technologie. Alors on continue de travailler sur l'endométriose. On a une étude très importante qui est en cours de validation pour les adolescentes. Là, il s'agit d'étendre
l'usage d'endotest aux moins de 18 ans. Et on a besoin pour ça d'une étude de validation spécifique, puisque sur le plan réglementaire, sur le plan éthique, les études avec les adolescentes nécessitent un protocole et des études spécifiques. C'est une étude qui est très bien avancée. On n'est pas loin, je dirais, de la finir. Je pense qu'elle sera terminée en 2026 et on connaîtra les résultats en 2026. Bien sûr, nous avons partagé tous les éléments avec l'HAS, puisqu'on a une obligation légale de partager nos résultats scientifiques au fur et à mesure qu'on avance. Nous avons également, toujours sur cette sphère gynécologique, choisi de commencer dès maintenant à travailler sur d'autres pathologies gynécologiques, toujours sur la même technologie. Nous avons lancé une étude très ambitieuse, très importante, sur 2500 patientes, à travers une 50aine de centres dans le monde. Donc là, ce n'est pas uniquement français, on va aussi intégrer des centres dans d'autres hôpitaux, avec de multiples pathologies gynécologiques, dont certains cancers. Et puis, j'en ai parlé en introduction, on a à cœur, et personnellement j'ai à cœur, qu'on contribue à faire des progrès sur une des maladies les plus complexes, une des maladies les plus difficiles, qui est la maladie de Charcot. On a eu une contribution remarquable des 22 centres qui ont travaillé avec nous et de l'Institut du cerveau, puisque les inclusions ont été faites dans un temps record. On a aujourd'hui une étude sur 650 patients. Les analyses de ces résultats-là, qui vont nous permettre là aussi de développer des outils diagnostiques pour cette maladie-là. Et c'est très important d'avoir des outils diagnostiques pour pouvoir améliorer les thérapeutiques. Les résultats seront connus en 2026. Également, autre sphère très importante pour nous, le cancer. Là aussi, nous avons terminé l'étude sur le cancer de l'ovaire, dont l'objectif, c'est bien sûr le diagnostic. On est sur un diagnostic aujourd'hui qui se fait tardivement, qui se fait habituellement au stade 4, dans ces zones-là. Et on sait qu'au stade 4, les chances de survie à 5 ans sont de 45%. Et on sait que si, avec des technologies plus poussées, on arrivait à diagnostiquer la maladie au stade 1, on passe à des chances de survie à 95% à 5 ans. Donc il y a un enjeu diagnostique important. Il y a aussi un enjeu de récidive qui est important. On est sur une maladie où la récidive est à 75%. Donc d'être capable d'anticiper le retour de la maladie avec un simple prélèvement salivaire sont toutes les contraintes d'aller régulièrement en hôpital. Et on sait que dès qu'on met des contraintes aux patients en santé publique, on a moins d'adhésion. Donc de faciliter les choses, c'est important. Donc c'est un sujet aussi important pour nous, ça. Et puis la réponse au traitement, vous le savez que dans le cadre du cancer, parfois vous donnez une chimiothérapie à des patients, ça fonctionne. Parfois ça ne fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi. Le fait d'avoir accès à ces informations de biologie moléculaire, ça nous permet en fait d'avoir des informations pour travailler sur ces sujets-là. Donc la question de la réponse au traitement est une question importante sur laquelle on va continuer à travailler. La question d'élargir l'usage de la technologie sur d'autres pathologies est une question importante. Et donc tout cela, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Et on aura à cœur de refaire une conférence de presse, peut-être dans 4 ans, pour partager avec vous les résultats sur ces sujets-là. Bonjour, j'ai 3 petites questions. La première, c'est la diapo sur tous les centres, les 100 centres, etc. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Je n'ai pas vu de centre sur Paris. Il y en a... Il y a quel ? Il y avait à la PHP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, il y avait le centre de Tenon et le centre de Bicêtre, qui étaient les 2 centres incluants sur la PHP. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres. Également l'hôpital Foch, l'hôpital américain. On a plusieurs hôpitaux à Paris. Toutes les zones du territoire sont couvertes par ces 100 centres. Je rappelle que c'est un décret ministériel qui fixe les 100 centres. Ces 100 centres ont été choisis en fonction de leur expertise. Et ils sont publiés en fait directement accessibles, on pourra vous transmettre la liste. Okay. Autre question sur la diapo en anglais, là j'ai vu que c'était marqué qu'il y avait 2 endroits où il y avait un remboursement, donc je suppose qu'il y a la France dans les 2, et quel est l'autre ? Alors il y a plusieurs endroits effectivement dans lesquels il y a un remboursement. La France, Israël a choisi très tôt de rembourser endotest pour l'indication dont on a parlé, la fertilité, qui est un sujet très important pour eux. Et puis l'Arabie Saoudite a choisi également de rembourser endotest pour la même raison, pour une question de fertilité. On a les Émirats qui ont également donné un avis favorable et c'est en cours de concrétisation. Et on a bien sûr d'autres pays européens dans lesquels on va entamer les démarches dans les mois et dans les semaines à venir. On peut peut-être préciser quand même que l'endotest n'est prescrit qu'à partir
des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est pas encore le gynécologue en ville qui peut prescrire ce test. On n'en est pas là. Il faudra attendre l'évolution, quels seront le choix de la Haute Autorité de Santé le moment venu. Oui, c'est une très bonne précision, Hervé. Donc, dans le cadre actuel, c'est-à-dire là aujourd'hui, les prescriptions sont faites dans les 100 centres par l'équipe médicale des 100 centres. Tout l'enjeu va être de déterminer la suite, quel va être le dispositif choisi par la SAS. Est-ce que ça va être accessible en gynécologue de ville? Est-ce que ça va être accessible après une échographie ou pas? Tous ces éléments-là seront définis par la HAS sur la base des résultats qui sont en cours. Mais déjà dans l'étude, il y avait la possibilité d'inclure après la réunion de concertation pluridisciplinaire ou en marge, il y avait les deux options. Donc nous, gynécologues dans ces centres-là, on avait l'option d'inclure les patientes sans forcément que leur dossier soit présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc ça, c'est quand même déjà un accès plus facile, mais pas encore en ville. Ok. Sur l'aspect économique, est-ce que vous avez des chiffres sur la comparaison du coût du test et du coût d'une célioscopie? Oui, on pense, mais c'est des choses bien sûr à prouver avec force, puisque les autorités n'acceptent des arguments que quand le niveau d'évidence est élevé, que c'est un produit qui est très bénéfique sur le plan médico-économique pour les systèmes de santé. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, on a cité tout à l'heure l'exemple des patientes américaines. La célioscopie, si elle est réalisée du côté de Washington, c'est $25 000. Et si elle est réalisée en Californie, c'est $75 000. Donc, quand on cumule en fait tous les éléments, et ça fait partie des choses, des données qu'on récupère, qu'on partage avec l'HAS pour justement designer l'extension à la population, on pense, mais c'est quelque chose à prouver, que c'est un produit qui est bénéfique pour les systèmes de santé, c'est-à-dire qui fait économiser de l'argent au système de santé. En France, il y avait eu l'étude d'Isabelle Durand-Zalewski qui avait fait une projection sur les coûts compte tenu du retard au diagnostic qui amenait à multiplier les consultations, les échos, les IRM, etc., ou les célioscopies. Et en fait, elle avait fait une étude de coûts qu'elle a publiée en 2022, 2023, je ne sais plus, mais qui montrait l'intérêt en fait, du test qui était tout compte fait économique si on le faisait dans un cadre relativement tôt dans l'histoire propre des patientes. Et dans la même logique, en fait, il faut aussi se dire que si jamais on fait moins d'IRM, moins d'échographie à ces patientes-là, si on ne les emmène pas pour la célioscopie, on libère des places aussi pour d'autres patientes. Donc il y a aussi quelque chose dans le système de soins qui va bien plus loin que juste le coût d'une célio par rapport au coût du test, outre le côté pour les patientes du caractère beaucoup moins invasif, mais il y a aussi le fait que si je ne fais pas une célioscopie à cette patiente parce que je lui ai fait un test, eh bien, je vais pouvoir faire une intervention à une autre patiente. Donc pour le système de santé, il y a un truc médico-économique qui est assez difficile à calculer mais qui est plus complexe. Juste une dernière question. Est-ce que tous vos tests sur les autres pathologies, etc., reposent sur la même technique de détection des micro-ARN ? Et pour les tests aux États-Unis, par exemple, dont vous avez parlé, est-ce que c'est aussi sur les micro-ARN qui... Exactement, vous avez très bien résumé. C'est exactement la même plateforme technologique qui est basée sur les mêmes laboratoires. Notre laboratoire de recherche à Paris et à Lyon pour l'intelligence artificielle. Et notre laboratoire de diagnostic qui est le laboratoire de diagnostic qui est à Tercey-les-Bains. Et c'est un laboratoire central, c'est une configuration qui utilise d'autres fournisseurs dans le cancer. Une société américaine qui fournit par exemple en France le dépistage du cancer colorectal à un seul centre, il est aux États-Unis. Et donc quand on fait un prélèvement ici en France, il faut l'envoyer aux États-Unis. Là, ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'un prélèvement fait aux États-Unis sera traité en France. Donc on a un seul laboratoire central qui traite l'ensemble des prélèvements dans le monde. Aurélia a des questions de journalistes qui sont à distance. Oui. On alterne un petit peu. Nous avons une question à distance. Quels sont les premiers retours d'expérience d'Endobest, les premiers résultats? Alors légalement, les premiers à avoir les résultats, c'est la HAS. On ne peut pas partager de résultats tant que la HAS n'a pas eu les dossiers finaux. Et puis ensuite, une fois que les résultats sont disponibles, on les soumet pour publication scientifique, parce qu'il faut qu'il y ait des revues. Ça prend un peu de temps, donc publiquement, au niveau du public, ça prendra du temps. Mais l'HAS, elle, les aura
dès le second semestre 2026. En revanche, je donne la parole aux professeurs pour qu'ils partagent leur retour d'expérience terrain. La satisfaction des patients d'avoir un diagnostic positif ou négatif. C'est-à-dire d'avoir un diagnostic. Là pour l'instant, on ne projette pas sur est-ce qu'on va faire moins de célioscopie, etc. Mais en tout cas, le ressenti pour les patientes et si j'ose dire, le plaisir, on n'est jamais content d'avoir une pathologie. Mais le fait d'avoir, en fait, le fait de soulever toute cette interrogation qui dure pour nombre d'entre elles depuis plusieurs années, et c'est vraiment très important. Et puis celle où c'est négatif, ça c'est également important, parce que ça veut dire qu'on va réorienter les patientes et peut-être essayer de leur trouver une solution, parce qu'en fait la finalité, c'est l'amélioration de leur qualité de vie. Oui, l'AHS a fixé 2 objectifs majeurs pour la suite, dans le cadre de cette étude EndoBest. Le premier, c'est le pourcentage de réduction des célioscopies diagnostiques qui ont été annulées suite à la connaissance des tests et le nombre. Et le chiffre attendu pour l'AHS, c'est 20%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le résultat est supérieur à 20%, l'AHS considérera que l'objectif est atteint. Et le deuxième objectif principal fixé par l'AHS, c'est le pourcentage de patientes pour lesquelles le fait d'avoir EndoTest change la prise en charge. Et là, l'objectif fixé par l'AHS, c'est 30%. Donc, si l'AHS a ces résultats-là, c'est-à-dire que s'il y a des résultats qui sont supérieurs en termes de prise en charge et en termes d'économie de chirurgie, elle décidera ensuite de la suite en fonction de ça. Bonjour, j'ai 2 questions pour Monsieur Elmire et une pour Juliette. Les 2 premières, c'est un peu 2 et demi, mais est-ce que, vous ne pouvez pas parler à la place de l'AHS, mais vous avez une idée du calendrier auquel ils vous répondront? J'entends que vous déposerez, vous soumettrez vos résultats d'ici au second semestre. Et plus important, quel est votre degré de confiance quant au fait d'avoir une réponse positive sur une généralisation dans le droit commun du remboursement d'EndoTest? L'autre question, je vois que dans le communiqué d'invitation à cette conférence, il est dit qu'EndoTest permet de réduire le temps d'errance diagnostique de 7 à 10 ans à 10 jours seulement. Est-ce que vous reprenez cette affirmation qui est quand même assez catégorique ou est-ce qu'il faut la nuancer? Et ma question pour Juliette, j'ai compris de vos propos que vous étiez en faveur d'une généralisation d'EndoTest jusqu'en première intention pour toutes les patientes pour qui il y a une suspicion d'endométriose. Est-ce que c'est bien votre position? Est-ce que c'est au nom du collectif BAMP? Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Juliette en premier, et puis je compléterai les autres questions. Merci. Oui, c'est au nom du collectif. Là, je racontais mon histoire personnelle, mais je suis là en tant que représentante du collectif et donc de centaines et de milliers de personnes concernées. Donc oui, il y a cette volonté de généralisation et de permettre partout dans les territoires aussi, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais les inégalités territoriales en termes de diagnostic et de santé sont fortes. Et voilà, le déploiement partout pour toutes de ce test est en tout cas un combat porté par le collectif en soutien à l'EndoTest. On comprenne bien quand l'imagerie est pris en défaut dans ces pathologies, il faut remettre ça dans une histoire propre, donc des infertilités inexpliquées, parce qu'il y a multiples causes, et bien évidemment dans ce qui a été montré, quand on a une imagerie négative qui ne permet pas de répondre à la question. Donc c'est pour tout le monde, mais pas vraiment pour tout le monde. Je veux dire, on fait de la médecine avant. Et l'imagerie, dans un certain nombre de cas, lorsque les lésions sont visibles, on est certain de ce qu'on dit et de ce qu'on voit. Ce que je disais, c'est de mettre le critère suffisamment haut pour qu'on ait un haut niveau de diagnostic sur tout le territoire. On ne peut pas avoir que des experts. Et à partir de là, on peut faire un diagnostic positif comme on peut faire un diagnostic différentiel. Et lorsque les lésions sont trop petites, elles sont infraradiologiques ou incertaines. Et dans le incertain sur une échelle nationale ou internationale, autant dire que c'est négatif. Parce que sinon, on fait des faux positifs et on affirme des choses qu'on ne sait pas.
L'idée, pour reprendre sur ce qui est porté et demandé par les personnes concernées, c'est effectivement, enfin, tout ça est un travail harmonieux à faire ensemble, et il existe des solutions aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas l'un contre l'autre, c'est tous ensemble avec. Il n'empêche que, en termes de technique et de rapidité, même en termes de rendez-vous, enfin, d'avoir un rendez-vous pour faire un test salivaire, il n'y a pas besoin de rendez-vous, il y a besoin de salive. Donc voilà, donc c'est évidemment tous ensemble et toute cette dynamique collective qui doit être avancée ensemble. C'est pas une innovation qui en remplacerait une autre. Oui. Donc je ne peux pas évidemment parler pour la HAS, et puis en plus je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc, mais ce qui est très clair, c'est qu'on a une relation de travail constante. Dès qu'on a des données, on les partage avec la HAS, ça fait partie du travail. La HAS est évidemment très au courant du calendrier, puisqu'ils savent qu'on a terminé les inclusions, ils connaissent parfaitement le protocole, puisque c'est eux qui l'ont défini. Ils savent que quand on a atteint les 50% de l'étude, 6 mois après, on est capable de donner un dossier. Donc ils s'attendent à avoir un dossier au 2e trimestre. Ils ont un calendrier où ils s'organisent. Donc dans la mesure où tout ça est connu à l'avance, je pense qu'ils se sont organisés pour pouvoir traiter le dossier le plus rapidement possible. En ce qui concerne mes convictions sur ce que ça va avoir un impact positif sur la réduction du délai de diagnostic, vous savez, quand on a lancé ce projet-là, personnellement, je trouvais que c'était inacceptable d'avoir un délai de diagnostic en année dans des pays modernes. Aujourd'hui, si on prend une jeune fille qui est rentrée dans Andobest et qui a 18 ans, elle peut avoir un diagnostic de certitude à ses 18 ans. Ça fait peut-être 7 ans, 8 ans ou 10 ans d'économiser par rapport à celle qui aura un diagnostic de certitude à 30 ans ou à 40 ans. On a eu des patientes qui, à 40 ans, n'avaient toujours pas été diagnostiquées. Donc, je ne sais pas quels vont être les résultats sociétals dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, quand toutes ces pratiques-là se seront évoluées. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un effort à faire pour changer les choses. Pour ajouter, pardon, c'est quand même moins de vie mise entre parenthèses, moins de souffrances inutiles, moins de doutes sur ce que l'on peut ressentir. Et tout ça, ça permet aussi à l'efficience globale des systèmes des soins de progresser. Et sur les 10 jours, le procédé que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo prend à peu près 2 à 3 jours. Donc le traitement en laboratoire prend 2 à 3 jours. On a un délai pour que le prélèvement arrive en laboratoire, pareil, qui peut être de 2 ou 3 jours. Et puis ensuite, une fois que le résultat est disponible, on le partage automatiquement avec le médecin via des moyens informatiques. Ensuite, c'est le médecin qui prend le délai d'organiser la consultation et d'annoncer le résultat à la patiente. Ce qui est important, c'est que le résultat est systématiquement annoncé par un médecin, puisque ce n'est pas simplement l'objectif de dire est-ce qu'il y a l'endométriose ou pas. L'objectif, c'est d'orchestrer la prise en charge derrière pour la patiente. Oui, bonjour, Stéphane de Vorneuf pour Terra Agora. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, en fait. Votre test, une fois qu'il aura fait la preuve finalisée près de la HS de son bien fondé, est-ce qu'il est censé être généralisé et donc intervenir avant tout examen cystoscopique, IRM, ou est-ce qu'il est censé arriver en complément? Ça dépend des pays. Si on cite l'exemple tout à l'heure des autres pays, ils ont choisi, c'est un choix du système de santé, d'utiliser le test en première intention. Parce que la configuration est très différente d'un pays à l'autre. Si vous prenez les États-Unis, on a cité cet exemple, les Américains n'utilisent pas l'imagerie. Les Américains vont directement à la célioscopie. Alors, pardon de préciser ma question, mais si je ne m'abuse, je crois que votre test aujourd'hui, alors on va pas revenir sur la France, coûte environ 800 €, si je ne dis pas de bêtises. Vous nous donniez l'exemple des États-Unis avec une IRM à 25 000 $ sur la côte Est, à 75 000 sur la côte Ouest. On n'est pas sur ces tarifs-là en France, mais d'un point de vue médico-économique, il y a un avantage évident, d'où ma question. Est-ce que c'est en complément, en première intention? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Très sincèrement, c'est une question qui relève du travail de l'HAS. Je ne peux pas aujourd'hui, à leur place, dire où ils vont choisir de positionner le test. Et je pense que ce sera aussi une évolution dans le temps. Je pense que c'est quelque chose de progressif. Si on voit qu'il y a des bénéfices très importants, y compris pour les très jeunes patientes, on aura peut-être intérêt, à ce moment-là, à donner le test le plus tôt possible, pour avoir une prise en charge le plus tôt possible.
Il y a une démarche qui est progressive, c'est aussi la façon de faire en France. Il faut savoir que chaque pays a sa philosophie. En France, quand on introduit un produit innovant, il y a cette démarche très prudente, très progressive, d'y aller par étapes, et c'est ce qu'est en train de faire l'HAS. Donc ça, je pense qu'on le saura l'année prochaine, en revanche. Ah, actuellement, attendez, je vais faire un petit complément. Ce que disent les réunions de concertation de notre spécialité, et du Collège national en particulier, il y a un interrogatoire qui va nous orienter vers cette femme a probablement de l'endométriose. Ces patientes vont avoir une écho, ces patientes vont avoir éventuellement une IRM si l'écho n'est pas contributive, et c'est ce qu'on a dit préalablement, quand ces deux examens ne sont pas contributifs, c'est là que l'on va discuter au jour d'aujourd'hui, l'emploi du test. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un test systématique de dépistage. On reste dans un test diagnostique. C'est-à-dire qu'on est après l'étape radiologique qui a montré jusqu'à maintenant. Et donc l'intérêt de ce test, c'est de nous éviter justement de faire des célioscopies dans un cadre qui n'est pas bien déterminé. Le seul problème, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour les adolescentes, où une partie des adolescentes, on ne peut pas leur faire d'écho endovaginal parce que pour un certain nombre d'entre elles, elles n'ont jamais eu de rapport et que c'est pas si facile que ça. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait une IRM chez l'adolescente? Est-ce que dans ce cas-là, peut-être que le test pourra venir plus tôt, mais là, il y a l'étude adolescente qui va être terminée ou bientôt terminée, on aura les informations, et donc le rôle des réunions dans les spécialités, et je veux dire, on travaille avec bien sûr les radiologues ou d'autres spécialités chirurgicales comme les digestifs ou les uros pour essayer de déterminer quelles sont les bonnes prises en charge. Mais là, on n'est pas du tout à un stade où d'emblée on va faire le test comme ça. En tout cas, alors qu'est-ce que ça sera dans 3 ans, 5 ans? Là, je peux pas répondre. Ça veut dire qu'en parallèle de la HAS, il y aura un avis donné par les diverses sociétés savantes. Oui, bien sûr. C'est ce que vous nous dites. Oui. Et juste pour compléter, c'est qu'effectivement, on arrive en complément, ce test, il arrive en complément de tout ce qui est fait en amont. Et que l'imagerie, bien souvent, elle est négative lorsqu'il y a des formes qui ne sont pas visibles. Mais dans un certain nombre de cas, elle est capable de faire le diagnostic, elle est capable de dire où sont les lésions, de savoir quelle est la place du kyste dans l'ovaire, quels sont les organes atteints, et aussi de faire le diagnostic différentiel. Donc là, le test arrive actuellement comme un complément dans une impasse diagnostique. Après, quelle va être la position à venir? Probablement quand même qu'il y aura toujours une place de l'imagerie, laquelle, comment, dans quel contexte. Après, vous disiez 25 000 ou 75 000 euros, c'était pour la célioscopie, c'était pas pour l'imagerie, pour l'IRM, lesquels coûts sont quand même largement plus faibles. C'est ça. Ma deuxième question concerne le coût. En fait, aujourd'hui, je crois que vous êtes sur une base d'environ 800 euros. Une fois que le process de mise à disposition rapide sera passé, vous passerez sur les fourches collines du CEPS. À ce moment-là, et est-ce que ça veut dire que ce coût de 800 euros est pour vous acceptable? Est-ce qu'on peut descendre en deçà? Jusqu'où êtes-vous prêt à lâcher du lest, finalement, en tant qu'industriel? Très franchement, c'est trop tôt aujourd'hui pour répondre sur ces questions médico-économiques, parce que c'est pas juste le prix, il faut voir aussi tout ce qui va avec, ce sont des éléments complexes. On est en train de préparer tous les chiffres et les dossiers pour partager avec l'HAS. Après, c'est une négociation, et cette négociation fait que il faut trouver bien sûr un élément acceptable entre les différentes parties prenantes. Ça se déroulera en 2026, mais je ne peux pas vous donner les résultats maintenant. Sachant que le président Trump a dit que les Américains ne paieraient plus pour les Européens, ça jouera peut-être aussi. Ce que vous dites est important. Il y a quand même une pression très forte aussi des États-Unis là-dessus. C'est un élément qu'on suit avec beaucoup de vigilance. Et donc quand vous affichez un prix dans un pays, ça vous influence en fait sur tous les autres pays. Donc c'est aussi un élément en fait qui rentre en ligne de compte dans les différents choix qui sont effectués. Ma dernière question concerne son élargissement. Vous avez évoqué des cancers, j'imagine cancer gynécologique entre autres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples plus précis? Et puis d'autres pathologies gynécologiques, je pense entre autres au SOPK. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies de ce type qui pourraient être concernées justement par le test que vous avez développé? Merci. Tu veux parler, Hervé, sur GNRN? Comme on vous l'a dit, il y a l'étude qui a démarré pour toutes les patientes qui vont avoir des saignements de bénin à malin. Donc il y a 2500 patientes qui sont prévues dans cette étude, 400 à ce jour ont été inclus.
Donc en fait, l'idée générale, c'est comment on va utiliser les micro-RNA dans l'avenir pour gagner du temps. Alors en fait, c'est pas gagner du temps pour gagner du temps, c'est gagner du temps pour avoir une réponse effective pour une patiente qui vient consulter pour un saignement. Alors bien évidemment, on va rester dans les mêmes esprits. Je veux dire, un saignement, on va pas commencer sûrement à faire le test, on va faire une écho. Là, vraiment l'écho, l'IRM, c'est autre chose en fonction des indications. Mais en tout cas, ça va s'élargir, bien évidemment, à ces pathologies gynécologiques. On a vu que ça s'est élargi aussi pour les tumeurs ovariennes, pour peut-être avoir un élément plus simple pour aller vers le bénin ou vers le malin, donc avec des stratégies de prise en charge totalement différentes. Et ça, c'est l'évolution. Puis peut-être qu'un jour, avec les micro-ARN, parce que bon, on n'est pas rentré dans le détail, mais pour l'endométriose, il y a 109 micro-ARN qui ont été localisés. Peut-être qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un phénotypage, c'est-à-dire qu'une patiente qui va être endométriosique infertile ou douloureuse, ou peut-être d'ailleurs qui, à partir de son endométriose, fera partie des facteurs de risque de cancer de l'ovaire, puisqu'il y a des cancers de l'ovaire endométriosiques, peut-être qu'en fonction du phénotypage des micro-ARN qu'on trouve, eh bien, on va amener à avoir des prises en charge de compréhension, donc d'autres stratégies. Mais là, on est un peu trop tôt pour pouvoir répondre à ça, mais ça peut être une évolution dans le temps. On a une autre question. Question à distance, oui. Oui, une question à distance de Sud-Ouest qui souhaitait savoir, pour Monsieur Elmire, si vous souhaitez répondre à la polémique qui a surgi via l'AFP en septembre dernier sur la fiabilité du test. Je crois que sur la fiabilité du test, on y répond aujourd'hui de manière claire. Ensuite, qu'il y ait des points de vue différents, je pense que c'est sain en fait pour la démocratie, qu'il y ait une presse libre avec des points de vue différents, et j'espère que ça va le rester, parce que la tendance à l'échelle mondiale, elle n'est pas très positive quand on voit ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, qu'il y ait des points de vue différents, je trouve que c'est très bon. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de sa conférence de presse, où on nous permet de donner des informations précises. Et ensuite, chacun fait son travail. Dans le numéro du New England Evidence, avec l'association de la publication telle que je vous ai montré, il y a un éditorial, j'ai oublié de celui qui a fait l'éditorial, et qui dit en fait que la société a souvent du retard sur les progrès de la science et qu'il faut faire attention. Or là, la remarque qu'il y a eu, on rentre dans une polémique, mais qu'il y ait des polémiques, peu importe qu'il y ait des polémiques, mais c'est la traduction que la société a souvent du retard sur la science pour accepter en fait quelque chose qui va complètement bouleverser et que tout le monde n'est pas prêt à être bouleversé. Vous savez, il y a un très bel algorithme qui montre qu'il y a des gens qui sont totalement sceptiques et des gens qui sont enthousiastes, et puis la majorité est pragmatique. Eh bien, ceci, c'est la traduction. Je pense que les gens qui sont contre, eh bien, ça peut être des sceptiques, et on a le droit d'être comme ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, que la société a du retard sur la science, c'est un constat qui est une réalité. Merci. Autre question ? On a une autre question en ligne. Très concrètement, pour les patientes à Lyon, notamment avec les HCL, comment faut-il s'y prendre pour être testé avec l'endotest ? Pour les patientes aujourd'hui, dans la configuration actuelle, il suffit d'avoir les symptômes de l'endométriose et une imagerie. On n'est même plus obligé, comme au début, d'avoir une imagerie, une IRM de moins d'un an. D'aller dans un des centres qui est habilité. Il y en a plusieurs à Lyon. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 à Lyon, hein, mais Pascal, tu pourras préciser. Et la prise en charge s'organisera dans ces centres-là. Oui, pour la question précise de Lyon, il y a 3 centres, 2 qui sont les hôpitaux publics des hospices civils de Lyon et un qui est l'hôpital Natesia privé, dans lesquels effectivement il faut remplir les critères avec un accès qui fonctionne plutôt bien. Ce qui est très important, c'est que les critères ont été allégés pour les patientes par rapport à la première étape des 2500. Donc là, on rentre dans une étape normale. C'est l'utilisation normale de tests tels que prévus par le produit. La seule contrainte, c'est que physiquement, c'est dans un des 100 centres. Après, sur le délai par rapport à la dernière IRM, il faut quand même que les patients de grand public sachent que si l'IRM date d'il y a 5 ans, on en redemandera probablement une avant, parce qu'entre-temps, la maladie a pu être visible, et si elle est visible par les radiologues, il n'y a pas lieu de faire l'endotest. Donc le délai d'1 an n'est plus justifié, c'est-à-dire que si elle date de 1 an et 1 mois, on le fera, mais si elle est vraiment ancienne, on aura tendance à la refaire. Et pour aller dans ce sens-là, et le sens de ce qui a été dit, c'est qu'il faut garder cette expertise médicale, gynécologique, radiologique,
pour sélectionner les patientes. Dans les études qui ont été publiées, la prévalence de la maladie, elle était de 750 pour les 1000. Donc c'est une prévalence de 75%. Ce test, il est remarquable dans cette population-là où il y a déjà une prévalence élevée de la maladie. Et cette prévalence élevée, on l'a si on a une sélection clinique et radiologique, négative, mais radiologique quand même, pour avoir un test qui, en 10 jours, vous donnera effectivement un diagnostic précis. Merci Pascal pour cette précision. C'est un test qui est fait pour les malades. C'est un test qui est fait pour des patientes qui souffrent, qui ont des symptômes. Ce n'est pas un test en population générale. Oui, absolument, absolument. Si on a cité l'exemple de Lyon, il y a plusieurs gynécos qui adressent les patientes, soit à Natessia, soit au HL. C'est la meilleure façon de faire. Chaque centre est organisé avec un mail d'appel, un secrétariat d'appel, voilà, que l'on diffuse assez largement et qui est assez disponible. Après. Et dans un certain nombre de centres, les patientes sont accueillies aussi, ça reste des services, la gynécologie, ça reste du soin primaire, hein, donc en fait, il y a aussi des patientes qui arrivent directement sans être adressées. Alors après, il faut que... elles viennent, elles viennent pas forcément pour le test, mais elles viennent pour des douleurs et on fait les examens et si les examens sont négatifs, on leur fait l'endotest. Mais ça fait partie du circuit des patientes qui viennent consulter pour des douleurs pelviennes. Et le ministère a très bien défini un réseau, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, pour en fait cette organisation de travail en réseau. Dans ce niveau 1, d'ailleurs, il n'y aura pas que des médecins. Il y a des médecins généralistes, des sages-femmes. Quand je disais pas des médecins, que des gynécologues. Je ne veux pas dire que les médecins généralistes, c'est pas médecins. Mais c'est des sages-femmes qui peuvent être en niveau 1 et qui vont se mettre à travailler en réseau. Et quand ces acteurs de santé pensent qu'il y aurait besoin, eh bien, ils ont accès très facilement à ces réseaux de concertation pluridisciplinaire. Donc, en fait, ça, c'est toute l'organisation des soins qui est en train de changer pour que les gens se mettent ou en tout cas confortent leur façon de travailler ensemble. Par exemple, il y a certains centres qui ont organisé des journées dédiées au diagnostic qui permettent de traiter par des gynécos les patientes et ne pas surcharger les chirurgiens gynécologues, ce qui permet en fait dans le centre d'avoir une meilleure efficience dans la prise en charge des patients. Donc on voit que cette réorganisation dans certains centres s'opère. Et avec le retour d'expérience, peut-être que ça sera une façon de faire, d'avoir un dispositif dédié pour le diagnostic, plus accessible, plus rapide, qui permette ensuite de ne pas surcharger les chirurgiens, qui pourront se concentrer sur les patientes qui ont vraiment besoin de leur acte. La Suisse, effectivement, a été le premier pays dans lequel on a lancé pour des questions réglementaires. Le dispositif de remboursement est en cours. Ils ont un remboursement en 2 étapes. Ils ont un remboursement assez rapide quand il s'agit d'une innovation, mais dès que vous franchissez un certain seuil d'utilisation, il faut passer par un dispositif plus large. Donc le dispositif est en cours. Ça fait partie des pays européens dans lesquels on a des dossiers de remboursement en cours. On est sur des milliers de tests qui ont été réalisés. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais on est sur des tendances. Autre question en ligne. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter des précisions sur les études en cours dans le cancer de l'ovaire et la maladie de Charcot? Que cherche-t-on? Quelle est la place envisagée dans la stratégie diagnostique? Alors, sur le cancer de l'ovaire, on cherche à travailler 3 objectifs. Le premier, c'est le diagnostic. On l'a dit tout à l'heure, le diagnostic a de l'importance, puisque diagnostiquer tardivement le cancer a un impact directement sur les chances de survie à 5 ans. Les chiffres sont très clairs sur le cancer. Sur le cancer, un autre enjeu qui est important, c'est la récidive. Moi, je crois beaucoup à l'importance de donner des outils simples aux patients. J'ai eu mon père qui a été atteint d'un cancer. Il devait aller tous les 6 mois pour faire un suivi. Au bout d'un moment donné, il ne le faisait plus, parce que les patients, à un moment donné, se lassent. D'avoir un outil simple à la maison où on peut faire un prélèvement et l'envoyer depuis chez soi, ça change l'impact sur la santé publique. Et puis le troisième élément qui est pour nous un sujet, un challenge, mais qui a beaucoup de sens, c'est la réponse au traitement. J'ai cité l'exemple de mon père, il est décédé l'année dernière, il a eu un traitement qui n'a pas fonctionné. De savoir à l'avance si le traitement va fonctionner ou pas fonctionner, je pense que ces technologies-là peuvent apporter des solutions. Sur la maladie de Charcot, c'est un peu différent.
On est sur une maladie extrêmement complexe, mutationnelle, pour lesquelles, je crois qu'en France, c'est 50 essais thérapeutiques qui ont tous échoué. Et la raison pourquoi ils ont échoué, c'est que si vous n'avez pas de diagnostic tôt, si vous n'avez pas de diagnostic précoce, vous pouvez difficilement réussir ce type d'études cliniques. Donc le fait d'avoir un diagnostic nous renseigne à la fois sur les mécanismes de la pathologie. Ça, si on est capable de faire un diagnostic, c'est qu'on comprend comment ça marche. Donc c'est très important pour le thérapeutique et permet d'améliorer les études cliniques au-delà, je dirais, de délivrer un diagnostic. Merci. On a une autre question en ligne. En cas d'AMP, le diagnostic change-t-il la prise en charge? Je ne vais pas parler pour les professionnels, mais... Alors, en cas d'AMP, la prise en charge va être vraiment modifiée dès lors qu'il va y avoir des lésions visibles. Après, quand on est dans le cas où à l'IRM, il n'y a aucune lésion, qu'il n'y a aucune lésion visible ni en écho ni en IRM, globalement, la prise en charge en PMA ne va pas être très modifiée, mais en revanche, elle va être modifiée dans l'approche, elle va être modifiée dans la gestion de la douleur des patientes, elle va être modifiée dans la prise en charge holistique, probablement pas dans le choix des traitements exactement, mais en tout cas dans une prise en charge holistique où on va prendre en compte le fait que les patientes sont douloureuses et éviter du coup certaines molécules, adapter ce qu'il faut pour qu'elles puissent être moins douloureuses. On a partagé dans le dossier de presse le cas d'une patiente qui a été parmi les premières à bénéficier dans deux tests en France, en remboursé, qui était une patiente de 40 ans, qui était traitée pour infertilité, donc avec PMA, plusieurs IVF pendant 6 ans. Et lorsque le test a été fait, il a été positif. La prise en charge a été radicalement modifiée et la patiente a pu avoir 3 mois après, elle est tombée enceinte de manière naturelle. Donc c'était, je crois, au mois de mars. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin normalement de la naissance. On appellera ça voilà. Donc il y a en tout cas des exemples qui ont été partagés par les professionnels. Il y a des cas comme ça. 2 éléments complémentaires à cette réponse, c'est que l'intérêt du test positif, c'est qu'on passe d'une stérilité inexpliquée à une stérilité expliquée. Psychologiquement, potentiellement, c'est totalement différent pour la femme qui va bénéficier de ces techniques d'assistance médicale à la procréation. À part ça, pour l'endométriose et pour l'adénomiose, quand on a le diagnostic, il existe ce qu'on appelle des protocoles longs, c'est-à-dire au lieu de faire une stimulation sur 1 mois, ça peut être avec des blocages sur 2 ou 3 mois, avec vitrification des blastocystes qui semble améliorer, particulièrement pour l'adénomiose, les résultats. Donc il y a quand même une implication qui peut faire changer en fait les protocoles thérapeutiques. Merci. On a encore 2 questions en ligne. Est-il scientifiquement envisageable de développer un jour un test de diagnostic à très haute fiabilité à partir du sang menstruel? Scientifiquement, il est possible de faire beaucoup de choses. Mon approche, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, j'ai tendance à commencer par ce qui est simple pour les patients. Ça peut être scientifiquement complexe, ça peut être scientifiquement difficile, mais je crois que quand on veut un impact en santé publique, c'est important de commencer par quelque chose de simple. Je vous donne un exemple très simple, qui est l'outil là que j'ai entre les mains, que tout le monde a. On avait, dans mes équipes, testé d'autres téléphones, d'autres smartphones, qui étaient techniquement beaucoup plus avancés que l'iPhone à cette époque-là. Et les ingénieurs ne voulaient pas... mais vous regardez aujourd'hui la réalité, tout le monde en a parce que c'est simple à utiliser. Donc en santé publique, je pense que c'est important que ce soit simple pour les patients, même si c'est compliqué techniquement derrière. Il est plus facile de cracher que de récupérer du sang dans une cup. Et si vous avez regardé, il y a eu une série canadienne qui était sur Canal, je crois, qui s'appelait Empathie. Et une des premières scènes, c'est une psychiatre qui retire sa cup et qui se met du sang partout sur elle, ce qui montre en fait cette problématique de recueil du sang sur les cups, etc. Et je pense que, comme vient de le dire Yahya Elmir, il faut aller vers ce qui est simple, parce que ce qui est simple est adopté. Je vais vous partager un autre exemple similaire. L'outil dont j'ai parlé tout à l'heure de dépistage du cancer colorectal, c'est un outil performant. Donc aujourd'hui, les diagnostics sont très performants. Maintenant, quand on regarde en fait les gens qui meurent de ce cancer, 3 sur 4 n'ont pas été dépistés, n'ont pas été diagnostiqués.
Et la raison, c'est qu'il faut faire un prélèvement de sel, il faut le mettre dans son frigo, c'est pas pratique, donc les gens ne le font pas. Perrine, excuse-moi, à toi. Non, mais il faut aussi savoir que pour une femme, d'aller récupérer le sang menstruel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable et pas forcément agréable. Si on peut récupérer de la salive, alors c'est pas très agréable de cracher dans un tube, mais ça peut se faire. Moi, je vois les patientes en consultation, je les envoie aux toilettes 5 minutes, elles crachent de leur côté, elles sont pas obligées de le faire ni devant un professionnel et ni en s'en mettant plein les doigts, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à faire que s'il faut leur donner le test, qu'elles rentrent chez elles, parce que le prélèvement du sang menstruel, elles ne vont pas vouloir le faire à l'hôpital, qu'après il faut qu'elles nous ramènent le test, donc une fois sur deux le tube va être oublié, etc. Ça me paraît vraiment quelque chose de compliqué, alors que là il existe quelque chose de simple. Et puis il faut attendre son cycle. La salive, c'est immédiat. Donc au-delà du côté pas très glamour pour une femme. Dernière question, et puis ensuite on va conclure. On est parfaitement dans le timing a été respecté de bout en bout. Donc Aurélia, dernière question, et ensuite on conclura là-dessus. Dernière question, ne pourrait-on pas imaginer un processus diagnostique inverse qui consisterait à faire le test en première intention et à orienter vers l'imagerie s'il est négatif ? Je pense que le positionnement du test évoluera avec le temps, au fur et à mesure. Toute innovation a besoin de temps pour que les gens intègrent toutes ces possibilités. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du smartphone. Les premiers usages étaient le téléphone. Maintenant, quand vous regardez tout ce que vous faites avec ces machins-là, la quantité d'applications était inimaginable il y a 10 ans. Donc je pense que dans 10 ans, ces technologies-là, qui sont quand même des technologies de rupture, puisqu'on capte une information extrêmement précise, au plus proche du niveau cellulaire et avec les possibilités d'intelligence artificielle, je pense que dans 10 ans, de manière générale, les applications dépasseront très largement ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et si je peux juste compléter sur l'instant T, si par exemple on faisait le test en amont, s'il est positif, probablement qu'on va faire de l'imagerie quand même, pour voir justement où sont les lésions, où elles ne sont pas, parce qu'il faudra voir s'il y a un endométriome, s'il y a une atteinte profonde, ou au contraire si on ne voit rien et que du coup, par définition, elle sera superficielle ou petite. Et à l'inverse, si le test est négatif, on ne va pas forcément surseoir non plus à l'imagerie, puisqu'on va chercher d'autres causes. Et l'imagerie est là aussi pour orienter sur d'autres causes. Donc la problématique, il faut lui laisser le temps de s'installer, il faut laisser le temps de valider tout ça. Et l'étude en forfait d'innovation devrait répondre à beaucoup de choses, je pense. C'est surtout que si c'est fait à tout le monde en première intention, il faut savoir que pour les pouvoirs publics, ça veut dire qu'on part du principe qu'il va y avoir un nombre de tests faits incommensurable et que du coup, en termes de coûts, c'est complètement inacceptable pour les pouvoirs publics. Et donc, dans cette logique-là, il faut y aller par étapes. Et là, pour l'instant, il y a quand même eu une réflexion en amont des professionnels de santé de se dire, ok, ce test, il a l'air vraiment intéressant, mais où est-ce qu'on le met ? Et ça a été réfléchi par des professionnels, ça n'a pas été décidé par l'entreprise. Ça a été vraiment de dire, nous, notre problématique, c'est une fois qu'on a une IRM, qu'elle est négative, qu'on a une écho, qu'elle est négative, et que la patiente est douloureuse. Parce que là, on est dans un endroit où on a besoin de quelque chose. On n'a pas de besoin de tester toutes les femmes, y compris des femmes qui n'ont pas de douleur, pour leur dire, vous avez une endométriose, mais vous n'avez pas mal. Et on va créer quoi ? Il faut faire aussi attention à ce que ça pourrait faire de faire des tests à tout le monde. Ce que dit Perrine est très très juste. On est face à une maladie qui touche beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc quand on déploie un produit comme ça, il faut y aller par étapes et de manière très prudente. Si on se rend compte étape par étape qu'il y a un bénéfice médico-économique important pour le système de soins de généraliser, ça sera généralisé. Si maintenant on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, il sera réservé aux patientes qui sont en situation critique. Voilà, je pense que tout ça va se décanter progressivement. Et l'étape que doivent réfléchir les sociétés savantes, c'est que maintenant qu'on a un outil diagnostique sensible et spécifique, qu'est-ce qu'on va modifier sur la thérapeutique ? Parce qu'en fait, l'évolution, d'accord, on a le diagnostic, mais maintenant, on va réfléchir sur quel type d'hormonothérapie, quel type de traitements chirurgicaux, quelle prise en charge en AMP en fonction des contextes. Et quand on aura évalué qu'est-ce que l'apport du test va nous modifier sur les thérapeutiques et sur la qualité de vie des patientes, là peut-être qu'il faudra effectivement reposer la question si on le fait plus tôt ou en le généralisant. Mais là, on ne peut pas aller plus vite que la réalité et qui vont aussi dans les autres éléments qui viennent d'être commentés. Bien, merci à tous. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos efforts. La conférence de presse est terminée. Since receiving my diagnosis, I feel alive again. They said it might be endometriosis, but I needed surgery to confirm it.
If I had had this test earlier, I might already have a child.